Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK en partenariat avec SMAC Assurance, aujourd'hui leader de l'assurance des collectivités territoriales et qui développe toute une gamme de services et d'outils qui permettent aux décideurs territoriaux d'appréhender leurs risques et de les mettre en place comme avec des plans d'action tels que par exemple le contrat sécurité et SMAC parraine un cycle de plusieurs webconférences, dont celle-ci consacrée aujourd'hui au vandalisme, aux incivilités, aux agressions d'élus locaux, quelles réponses apporter, quelle protection pour ces derniers. Il est vrai que les chiffres sont parlants, 1300 agressions recensées en 2020, 3 fois plus qu'en 2019. Alors certes, de façon conjoncturelle, le confinement a eu un incontestable effet d'énervement de notre société, pour reprendre les propos d'Alexandre Touzé, mais aussi d'altération de certains liens et une révélation de véritables problèmes de santé mentale. Force est de constater de façon plus structurelle que nous basculons peu à peu vers une autre forme de société dont de nombreux acteurs contestent de plus en plus violemment les institutions et les divers représentants de l'autorité. Attaques physiques, messages de menaces, injures, discrimination, outrages. De plus en plus d'élus locaux sont ainsi victimes d'agressions, mais cela concerne également des policiers, des pompiers, des enseignants, comme tous ceux perçus comme étant les représentants de l'État. Comment lutter contre ces violences, cette défiance à l'égard des élus et de l'autorité en général? Quel cadre juridique pour assurer leur protection et quel accompagnement? Les questions sont nombreuses pour enrayer cette spirale infernale et nos intervenants s'emploieront à y répondre. Deux intervenants que je m'empresse de vous présenter. Alexandre Touzé, maire de Saint-Yon, vice-président du conseil départemental de l'Essonne et président du groupe de travail prévention de la délinquance de l'ADF. Bonjour Alexandre et merci. Bonjour. Et Yannick Ohanessian, adjoint au maire de Marseille, en charge de la tranquillité publique, de la prévention, du bataillon des marins-pompiers et de la sécurité. Bonjour Yannick. Bonjour à vous. Alors, vous pourrez poser vos questions en utilisant l'onglet « Questions » qui est en bas à droite de votre écran et nos intervenants s'emploieront à y répondre. Première question que j'aimerais vous poser à tous les deux, peut-être en commençant par vous, Alexandre Touzé. Vous êtes tous les deux sur des territoires différents par la taille, sur des communes de taille aussi incomparable. Et avant d'évoquer des réponses possibles à la question qui nous est posée, constat fait de cette défiance à l'égard des élus et de l'autorité. Alexandre Touzé. Bonjour à toutes et à tous. Et on ne remonte pas au confinement, je crois que c'est un processus qui est assez long. Et vous l'avez dit, qui ne concerne pas uniquement les élus locaux. Je ne voudrais pas avoir une posture victimaire, et je pense que les élus ne vont pas avoir une posture victimaire. Elle concerne les enseignants. On voit les dernières statistiques des violences faites envers les enseignants. Elle concerne les sapeurs-pompiers et elle concerne, j'allais dire de plus historiquement, les policiers et les gendarmes. Donc c'est un phénomène structurel. Je pense qu'il a été accentué avec la crise sanitaire qui a énervé, bloqué une partie de la société et on voit bien qu'il y a une forme de relâchement. C'est un premier fait. Et puis peut-être le deuxième fait, pour être court, moi qui me semble assez intéressant à observer, c'est le décrochement d'une partie de la classe moyenne. Alors pas forcément par rapport à l'envie de faire communauté, pas forcément de façon globale et de façon continuelle, mais ce qu'on voit, c'est que il y avait toujours, et on l'a dans les grandes villes de l'Essonne, on rencontre ces délinquants un peu structurels qu'on a, mais ce qu'on observe, c'est dans les violences faites aux élus, dans les refus d'obtempérer, dans les violences faites aux enseignants, c'est qu'une partie de la classe moyenne dérape de façon soit spontanée, soit de façon plus structurelle, et ça doit attirer notre vigilance. Parce que quelque part, si on veut faire communauté, on fait communauté parce qu'on fait nombre et parce qu'on respecte collectivement les règles. Et ce basculement d'une partie de la classe moyenne est inquiétant. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long. Il y a des connaissances sur ce sujet plus particulier, ce constat? Alors, si on regarde sur les refus d'obtempérer, par exemple,
sur les refus d'obtempérer, il y a une grande partie qui n'est pas liée à un trafic qui n'est pas lié au délit routier, qui est lié, par exemple, à l'absence de qui n'est pas lié à des délits autres que les délits routiers. On regarde qu'il y a un certain nombre de refus d'obtempérer, par exemple, qui sont liés à l'absence, au retrait de permis de conduire ou à l'absence d'assurance. Et donc, on voit bien qu'il y a une partie de ces refus d'obtempérer, par exemple, qui n'aurait pas existé il y a 5-6 ans parce que les personnes auraient davantage accepté la verbalisation et qui aujourd'hui ont lieu. Si on voit les violences faites aux élus, il y a les violences où effectivement un élu va aller vers un public difficile et ce sont des violences très traditionnelles. Et on regarde un certain nombre de faits. Si on regarde par exemple celui qui a été le plus marquant, le maire de Signes, c'est un petit entrepreneur, c'est pas un délinquant structurel. Donc vous voyez, il y a à la fois, j'allais dire, ces incivilités, ces délinquances qui partent d'une population connue, etc. Mais il y a aussi une partie de la classe moyenne qui bascule. Et pour moi, c'est ça qui doit attirer notre vigilance si on veut conserver ce vivre ensemble. Yannick Ohanesyan. Oui, je vais évidemment rejoindre ce que vient de dire mon collègue Alexandre Touzé et essayer d'y apporter un regard supplémentaire sur à la fois le constat et à la fois la situation dans laquelle aujourd'hui dans laquelle nous sommes confrontés. Il y a un chiffre qu'il faut retenir en plus de ce que vous avez évoqué en introduction, Hugues Périnel, c'est évidemment le fait que 8 Français sur 10 aujourd'hui, 8 Français sur 10 pensent que nos élites, et en fait les élites dans la tête de nos concitoyens, c'est les élites à la fois politiques, mais à la fois économiques, médiatiques et autres, ont des intérêts fondamentalement différents finalement de ceux de la majorité de la population. Je le dis parce que, évidemment, ça concerne en premier chef, et c'est le sens de notre discussion et de notre débat aujourd'hui, les élus de la République, mais ça concerne plus largement en fait tous ceux qui occupent une place d'autorité, les corps intermédiaires, l'uniforme, et je le sais trop bien puisque j'ai la délégation aujourd'hui à la fois de la police, à la fois du bataillon de marins-pompiers, et je sais à quel point, à la fois pour les bleus et pour les rouges, et excusez-moi de le dire ainsi, c'est difficile aujourd'hui d'être respecté dans les missions qui sont les leurs lorsqu'ils s'introduisent dans certains quartiers, certains territoires, etc. En fait, je crois que ce constat, il faut évidemment le faire sur une vision plus globale de la société. Il y a effectivement ce que nous vivons depuis les 2-3 dernières années autour de la crise sanitaire, et on partage tous l'idée que ça a tendu la société, ça a tendu davantage nos concitoyens, le fait d'avoir été, j'allais dire, enfermé, le fait d'avoir été interdit d'un certain nombre de choses dans le quotidien a conduit nos concitoyens à évidemment plus de violence, plus d'énervement, plus de colère à l'égard de ce que je viens d'évoquer. Mais il y a globalement, je crois, une situation qui date en réalité depuis bien plus longtemps sur le constat, sur une crise de la représentation qu'on évoque assez souvent, mais aussi sur un affaiblissement des corps intermédiaires globalement. Il y a un morcellement aujourd'hui dans le pays, très clairement. Alors, c'est dû à la fois à l'information permanente qui circule via les réseaux sociaux, qui est malheureusement un vrai facteur de violence, en fait, verbale, et parfois même qui peut conduire à des violences physiques à l'égard de ceux qui détiennent, entre guillemets, l'autorité publique, à l'égard des élus de la République, mais pas que. Et puis, il y a cet emballement en permanence médiatique, il y a l'information en continu, il y a tout ce qui vient, évidemment, alimenter ce sentiment qu'il y a un vrai détachement, pour ne pas dire un vrai déclassement, entre les autorités aujourd'hui dans le pays, quels qu'ils soient, national ou local, les élus, évidemment, de la République et une grande partie de notre population qui ne se considère plus représentée, mal représentée, pas représentée. Et voilà, pour ne pas être trop long non plus sur ce sujet, sur le constat, c'est à mon avis, il y a ce qu'on peut faire pour mettre des pansements sur des plaies,
et qu'on essaie de faire les uns et les autres dans nos territoires respectifs. Mais il y a ce mal profond qui est installé en France comme en Europe en réalité. On voit bien ce qui est en train de se passer partout sur le continent européen et dont il va falloir effectivement qu'on pose une réflexion globale. Je vous propose de réagir à deux verbatims, si je puis dire, de réactions d'élus qui ont subi des agressions d'ordre différent. Je cite les phrases parce qu'elles peuvent être intéressantes et j'aimerais vous faire réagir. La première, c'est un élu qui dit je sens monter une déconnexion totale entre l'intérêt général et les intérêts individuels. C'est effrayant. Ce qui n'est pas dans le petit verbatim, mais ce qu'il explique après, c'est qu'il considère qu'il y a une perception de l'intérêt général comme quelque chose qui est devenu trop descendant, si je puis dire. Et puis d'autres, et ça, ce sont plutôt des élus de petites collectivités qui disent quand on est candidat, quand j'ai été candidat à être élu, jamais je me serais posé ce type de questions. Je me suis fait élire sur un projet de territoire et pas pour vivre ces situations-là et non plus pour m'apercevoir qu'un jour j'allais me former à la gestion des conflits. Est-ce que vous pouvez simplement, ce que ces verbatims évoquent pour l'un et pour l'autre? Peut-être Alexandre Touzet. Alors, je pense que sur les élus des petites communes, oui, je peux effectivement témoigner, même si je n'ai pas eu de soucis particuliers. Je pense que tout est sujet à énervement. Une coupure d'électricité, une coupure d'eau, voilà. Et ce qui caractérise les élus des petites communes, c'est que il y a peu de filtres. En fait, on rentre dans la mairie, on voit le maire, pas forcément avec un rendez-vous, voilà. Et c'est vrai que ceux qui arrivent en fonction, c'est particulièrement difficile. Et le témoignage sur l'absence d'intérêt général partagé, on le voit bien, c'est-à-dire que on dit qu'il y a une crise démocratique, que les gens ne se reconnaissent pas, etc. Mais quand vous faites des réunions publiques sur des sujets, en fait, vous avez très peu de participants. Donc, c'est vrai qu'il y a une perte de sens de l'intérêt général, et ça, c'est très vrai. Quand il y a une demande particulière, quand il s'agit, moi je parle de la politique du paillasson, c'est-à-dire quand il s'agit d'apporter voilà, une réponse très directe à une demande, etc., là, il y a une volonté, là, il y a un dialogue, mais quand on parle d'une vision d'intérêt général, c'est vrai que ça interroge et ça concerne peu de personnes. Voilà. Mais je partage pour les élus des petites communes, il n'y a souvent pas de filtre entre la demande des citoyens, les demandes très individuelles et qui peuvent parfois être formulées de façon très, très directe. Yannick, sur la vision que vous avez à Marseille, notamment aussi peut-être sur les réunions citoyennes que vous pouvez vivre dans toute la démarche de reconquête du printemps marseillais. Ce qui est certain, c'est que dès lors que nous avons pris nos fonctions, nous étions finalement très nombreux dans cette majorité municipale à Marseille à occuper des fonctions d'élus pour la première fois. La chose qui nous a le plus surpris, pour ne pas dire le plus agacé dans cette prise de fonction, c'est vraiment ce que vous veniez d'évoquer à l'instant. On a vite été confronté, alors qu'on est effectivement sur une échelle assez importante à Marseille. Il y a 240 km² de superficie, il y a 8 mairies de secteur, il y a eu près de 900 000 habitants. Et pour autant, avec mes collègues adjoints, on a été tout de suite confronté à cette violence qu'on évoque là aujourd'hui et qui fait un peu froid dans le dos, je dois vous l'avouer. Alors peut-être un peu plus... Moi, de par ma délégation aujourd'hui, d'adjoint à la sécurité, à la tranquillité, je suis confronté tous les jours à des situations de conflit, de mécontentement, de colère dans l'opinion publique et individuellement dans ce que peuvent penser les administrés. Mais ce qui nous a le plus marqué, c'est vraiment l'attitude, le regard que peuvent poser un certain nombre de nos concitoyens vis-à-vis des élus aujourd'hui. J'en veux pour preuve avec un exemple très criant d'une situation où je me retrouve dans une réunion dès le début de ma prise de fonction et où les organisateurs, donc des personnes qui m'invitent à participer à cette réunion, m'attrapent en aparté pour me demander où sont les gardes du corps. Les gardes du corps
me concernant, finalement, quelle est la sécurité qui a été mise en place. Et en fait, je me suis dit, il y a un vrai delta en réalité entre ce qu'ils peuvent percevoir aujourd'hui des élus de la République, ce que ça engage, ce que ça signifie pour eux dans la conscience collective sur, évidemment, des indemnités à n'en plus finir, des gardes du corps partout, des restaurants matin, midi et soir. Enfin, il y a quand même cette petite musique derrière et qui conduit à ce type de réflexion. Et j'avais été scotché, excusez-moi du terme, parce que j'étais en train de leur expliquer qu'en fait, non, nous avions décidé de nous engager pour la ville, pour l'intérêt général, qu'on ne comptait évidemment pas nos heures, mais on le faisait évidemment sans se plaindre et avec plaisir parce qu'on l'avait souhaité, et que c'était un vrai engagement, un engagement militant quasi, et que il n'y avait pas tous ces aspects-là à côté de l'élu. Mais voilà pour vous dire que même à l'échelle d'une ville comme Marseille, ça a été plutôt violent d'un point de vue des élus de cette majorité municipale dès lors qu'on a pris nos fonctions. Alors, il y a déjà deux types de réactions qui nous arrivent, qui sont très différentes l'une de l'autre, mais qui reprennent un peu vos propos. Il y en a une qui porte plus sur la démocratie participative, je dirais. C'est une des solutions pour rapprocher les élus, n'est-elle pas constituée par des démarches participatives plus affirmées. Bon, c'est sûrement, mais vous l'avez déjà évoqué, le fait que souvent, dans ces démarches-là, ce sont toujours un peu les mêmes qui viennent, et on peut le regretter. Mais après, bon, il y a peut-être une meilleure manière de faire. Et puis l'autre question qui est plus une remarque, c'est plus quelqu'un qui répond en disant moi, je souffre plutôt en tant que citoyen, dans la collectivité où je suis, de l'arrogance de la part d'élus locaux qui ne se soumettent absolument pas au jeu et qui viennent nous écouter, mais en nous regardant un petit peu de haut, quoi. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des réactions à avoir par rapport à ça, mais c'est je voulais juste vous livrer ces deux premières remarques. Je ne sais pas si elles suscitent des commentaires de votre part. Oui, Yannick Onessian, tous les deux. Oui, non, rapidement. D'abord, sur la deuxième remarque, en fait, je crois profondément que vivre en société, accepter cette idée du vivre ensemble, qui parfois est un mot qui a été largement galvaudé depuis toujours, mais ça a du sens, y compris sur la relation de confiance qui peut s'installer entre, évidemment, l'élu, la mission d'élu qui est la mienne, et nos concitoyens. Excusez-moi de répondre tac au tac avec des mots aussi simples sur la remarque qui a été faite, mais il existe des cons partout, y compris chez les élus. Et donc, en fait, bien sûr qu'il y a forcément des élus qui ont outrepassé finalement leur mission, ce pourquoi ils sont là, etc. Et évidemment, je crois que la clé, en réalité, dans un sens ou dans l'autre, et pour ne pas mettre ça en opposition, mais essayer de faire ensemble, c'est juste l'échange, la discussion et le partage, tout le temps. Tout le temps. C'est pour ça que c'est compliqué, la démocratie participative. C'est pour ça que ce n'est pas des simples mots et que dès lors qu'il faut les mettre en œuvre, ça devient plus complexe. Parce que, évidemment, il faut essayer d'inviter le plus largement possible, il faut pouvoir débattre, il faut pouvoir accepter qu'il y ait des avis qui soient opposés, des visions différentes. Ce n'est pas simple. La facilité serait pour l'élu d'aller droit au but, de se passer de tous ces aspects de démocratie participative et de dire « j'ai décidé, c'est comme ça ». Mais ça ne marche pas non plus, on le voit bien, puisque ça conduit à d'autres frustrations. Et donc, il faut en permanence privilégier toujours l'échange et la discussion et l'écoute, et se dire qu'on n'a pas raison seul contre tous, on a peut-être un peu raison tous ensemble pour aller dans la même direction. Alexandre Touzet, sur ce, avec une petite précision annexe, il y a 2-3 internautes qui sont revenus sur cette notion d'intérêt général descendant ou intérêt général que certains élus s'approprient. Oui, je pense que la difficulté, c'est que quand on organise la concertation, souvent on a les deux extrêmes, en fait. Je vais vous prendre un exemple. Sur le PLU, vous avez, sur le plan local d'urbanisme, vous avez les propriétaires qui veulent absolument vendre leur terrain, et puis vous avez les personnes qui veulent absolument que rien ne se passe dans la commune. Et donc souvent, quand vous organisez des concertations, en fait, vous n'avez pas
j'allais dire, le spectre moyen de la population, vous avez souvent les deux extrêmes. Il est difficile, en fait, d'en tirer une conclusion. Alors, et moi, je partage avec mon collègue de Marseille l'idée que, effectivement, chez les élus, vous avez tous les profils, vous avez des gens qui sont à l'écoute, d'autres qui sont moins à l'écoute. Vous avez des gens qui se présentent comme extrêmement sachants, d'autres qui se présentent avec une volonté d'écoute. Donc, il y a tous les profils. Et puis, comme quoi ils sont représentatifs de la société. Aussi. Et puis, dernier point, c'est que, et j'insiste là-dessus, c'est que quand on est élu, c'est aussi pour prendre des décisions. Et c'est le propre de la démocratie représentative. C'est-à-dire que la démocratie participative ne remplace pas la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'à un moment, les élus doivent prendre une décision. C'est-à-dire qu'ils doivent écouter, ils doivent s'enrichir de ce qui se dit, ils doivent changer d'avis. Moi, il m'arrive de changer d'avis. Il m'arrive de dire que je me suis trompé. Et pas qu'une fois. Dans les 3 mandats, ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire que je me suis trompé, et je suis fier de me dire que je me suis trompé. Parce que ça veut dire qu'il y a ceux qui font rien, qui n'y se trompent jamais. Mais à un moment, la démocratie représentative, ça veut dire qu'il y a un conseil municipal, il y a un maire, il y a des adjoints qui prennent des décisions. Et il faut accepter ça aussi à un moment. Sinon, on ne désigne pas d'élus, on fait des assemblées populaires, et puis l'administration applique ce que l'assemblée populaire décide. Mais je veux dire, une mairie ne peut pas fonctionner comme ça. À un moment, la démocratie représentative, c'est aussi prendre des décisions et qui ne rejoignent pas forcément, quand on prend une décision, on tranche. C'est-à-dire qu'on peut rejeter une opinion d'un citoyen, et on le fait non pas par volonté de rejeter cette opinion ou cette analyse, mais parce qu'il nous semble que la décision correspond à l'intérêt général. Alors, ce que je propose, c'est qu'on arrête sur cette partie constat, parce que le temps passe malheureusement très vite. Il y a un certain nombre de questions qui arrivent sur ce que j'appellerais les solutions, en tout cas les réponses, notamment sur la formation, et on y viendra. Et puis peut-être qu'en fin de réunion, si d'autres questions arrivent sur cette partie constat, on y reviendra. Là, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans les pistes et les solutions sur comment lutter contre ces violences et cette défiance. Peut-être en vous questionnant, Alexandre Touzet, sur le cadre juridique pour assurer cette protection et l'accompagnement qui peut être aux élus. Qu'est-ce qui existe en l'état? Alors, sur l'accompagnement des élus, c'est essentiellement ce qu'on appelle la protection fonctionnelle, donc qui a lieu quand un élu, mais aussi un fonctionnaire, parce que même si ça répond à des articles différents dans le Code général des collectivités territoriales, c'est à peu près le même principe. C'est-à-dire qu'un élu qui est victime de violences, d'outrages, etc., peut recevoir un soutien, notamment financier, de la collectivité par délibération du conseil municipal, qui va prendre en charge en fait tous ces frais de justice, d'aide psychologique. Donc le dispositif existe avec une obligation d'assurance pour les collectivités pour pouvoir répondre à ce dispositif. Il y a un accord cadre aussi qui a été signé entre l'Association des maires de France et France Victimes pour pouvoir, au niveau des associations départementales de maires, porter une assistance aux maires. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis vice-président d'un service départemental d'incendie et de secours et je rapproche souvent en fait les sapeurs-pompiers des élus, c'est-à-dire que on a du mal à prendre soin de nous. On a du mal à dire qu'on a été victime. Effectivement, on a tendance à remonter à cheval après une agression ou à ramener une agression verbale à la maison. Et je pense que le système juridique existe, la protection existe. Après, il faut qu'elle soit vraiment mise en œuvre par les élus. Alors là, on est dans le curatif, je vais dire, mais c'est votre question. J'aurais peut-être d'autres choses à dire sur le préventif, parce que le curatif, c'est une chose, il faut surtout s'attacher au préventif, c'est-à-dire comment essayer d'améliorer la situation. Juste par rapport à... On reviendra peut-être sur le préventif. Juste, c'est OK, c'est vrai qu'il faut peut-être engager les maires à ne pas hésiter à porter plainte, parce que beaucoup, j'ai l'impression, ne le font pas. De la même manière que certains m'ont fait remarquer que lors d'outrages ou de menaces, il y a souvent la tentation de classer sans suite, quoi. Alors, il y a une circulaire en fait du ministre de la Justice qui date de septembre 2020 qui met en avant un certain nombre de choses. La première, c'est de retenir la qualification d'outrage et non pas d'insulte ou de diffamation.
La deuxième chose, c'est de privilégier d'interdire le plus possible le rappel à la loi, mais d'aller chercher une sanction. Le troisième dispositif, c'est la comparution immédiate qui doit être privilégiée. Et puis le quatrième point qui est mis en avant par cette circulaire de septembre 2020, c'est l'information directe du maire. Voilà. Alors ça, c'est la circulaire. Et puis après, il y a la réalité des faits. Et c'est vrai que tout ça dépend des relations humaines. Il y a un grand problème. Moi, je sais que je suis en territoire gendarmerie. La gendarmerie est très, très proche des élus et les accompagne. Et puis après, ça dépend des parquets. Est-ce que c'est une politique qui est portée par les parquets? Et là, vous avez autant de départements que de parquets, voire parfois 2-3 parquets par département. Et là, c'est une affaire humaine. J'allais dire, il y a beau y avoir la circulaire, vous pouvez avoir des réponses différentes. Et puis, je pense qu'il faut savoir qu'on a aussi, et bon, c'est pas une grande nouveauté de le dire, on a beaucoup de parquets qui sont embourbés par le flux d'affaires pénales. Et voilà, il y a un tri qui se fait malheureusement. Voilà. Mais il y a une instruction gouvernementale à travers cette circulaire. Après, est-ce qu'elle est bien appliquée dans chaque département? Ça, c'est autre chose. Différent. Avant de vous passer la parole, Yannick, juste une dernière question, Alexandre Touzet. D'abord dire aux internautes que les textes qui sont évoqués, beaucoup nous demandent s'ils peuvent en disposer. On leur fera parvenir après, puisqu'on dispose de ces circulaires et de ces textes. Il y a des coûts qui sont induits par le recours à cette protection, frais d'avocat, procédures, etc. Pour des petites collectivités, c'est parfois difficile d'y faire face. J'ai cru comprendre qu'il y avait une aide de l'État qui était prévue pour les collectivités de moins de 3 500. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez? Oui, il y a une aide de l'État qui est prévue et une obligation d'assurance en contrepartie pour pouvoir couvrir ces frais. Et c'est extrêmement important parce qu'en fait, il s'agit à peu près de la même chose que pour les indemnités. Dans les petites communes, les maires, les adjoints, parfois hésitaient parfois à voter leur indemnité. Et on parlait d'indemnité maximum, en fait, comme si on parlait d'un salaire minimum ou un salaire maximum. Donc, la loi a prévu vraiment déjà une compensation et puis une assurance qui est abordable. J'ai plus le montant en tête pour ma commune, mais c'est tout à fait abordable. Et je pense que c'est naturel, quand on est élu, de pouvoir être accompagné sur ses frais de justice, sur son accompagnement psychologique, si on est victime d'une agression. Et peut-être un point, ça concerne aussi la famille. C'est-à-dire que si la famille est violentée ou reçoit des menaces, cette protection s'étend aux proches, conjoints, enfants. Voilà, et c'est l'organe délibérant qui prend en charge. Et c'est la même chose pour les fonctionnaires. Hein, c'est pas, même si ça répond à d'autres articles dans le Code général des collectivités, c'est pas un privilège. C'est simplement qu'on protège celles et ceux qui servent le public de manière globale, que ce soit des fonctionnaires ou des élus. Il y a des connaissances sur ces sujets-là. Je ne sais pas si vous voulez intervenir sur ceux qui sont somme toute assez techniques, mais importants. Oui, mais très rapidement, l'essentiel a été dit par mon collègue. Simplement, je voudrais insister sur la capacité de la justice aujourd'hui à réagir très vite. On parlait de comparution immédiate qui peut vraiment être une option importante aujourd'hui pour les élus qui sont victimes en fait d'agressions physiques ou verbales, voire même, vous avez raison de le souligner, parfois ça déborde, y compris sur la famille de l'élu, ce qui est très grave en soi, mais aussi la rapidité du traitement de l'information, puisqu'il y a effectivement la circulaire du ministre, et puis il y a ensuite son application ou son volet opérationnel. Bon, là, c'est un peu plus complexe, évidemment. Nous, pour donner exemple, sur ce que nous avons fait à Marseille, évidemment que c'est aussi une notion de relations humaines, c'est tout à fait vrai, puisque nous, dans une bonne relation de travail avec la procureure de la République, nous avons mis en place un mail générique qui est traité tous les jours dans le cabinet de la procureure de la République sur des faits
qu'on pourrait faire remonter graves qu'auraient pu subir un certain nombre de nos collègues élus ou de fonctionnaires aujourd'hui de la ville. C'est la procureure qui a souhaité se saisir de ce dossier particulièrement, et du coup, ça facilite forcément le travail pour nous, et ça facilite aussi ensuite la relation procureur-maire de Marseille, et y compris pour traiter à la fin concrètement ces éléments-là. Donc, il y a effectivement les textes, il y a ensuite la réalité de la façon dont ça s'organise. Nous, on a 2 cas assez récents où on a utilisé ce volet-là, ce procédé-là pour aller très vite, en relation directe avec la procureure. Alors ensuite, il y a eu un dépôt de plainte, etc., parce qu'on voulait le faire comme cela. Mais oui, c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant, oui, c'est quelque chose qui est de plus en plus dans les esprits, et oui, il faut un arsenal juridique assez large, assez conséquent, qui puisse protéger aujourd'hui les élus. Et d'ailleurs, quelle que soit la taille de la commune, un élu de la République doit être protégé de la même façon qu'on soit élu dans les grandes villes du pays ou dans des petites communes de moins de 3500 habitants. Je précise que les dispositions, elles s'appliquent aussi aux présidents, vice-présidents, élus titulaires, conseils départementaux et régionaux. C'est juste par rapport au texte. Il y a une précision d'un internaute qui nous dit qu'en Gironde, l'Association des maires de Gironde a signé une convention avec le parquet. Ils ont une adresse email qui est dédiée aux élus victimes d'agressions. Donc, ce qui montre effectivement la différence de territoire, mais à quel point les associations d'élus sont investies dans ce sujet-là. Est-ce que, Alexandre Touzé, l'AMF ou l'ADF pourrait, par exemple, se porter partie civile? Alors, c'est une demande de l'Association des maires de France. Aujourd'hui, les associations départementales de maires peuvent se constituer partie civile. Et c'est une demande ancienne de l'AMF qui a été renouvelée par son président, David Lisnard, que l'Association des maires de France puisse se porter aussi partie civile. Voilà, donc il y a 50% du chemin qui a été effectué et il reste, voilà. Après, pour les départements, moi je suis vice-président de département, c'est vrai dans les départements, on est un peu plus structuré, on a des services juridiques, etc. Je pense que le sujet, et puis on est peut-être plus éloigné, c'est rare qu'en tant que conseiller départemental, je sois interpellé. Voilà. Je pense que c'est vraiment les élus communaux et intercommunaux qui sont vraiment en première ligne et avec des moyens qui sont très différents, d'où l'utilité, ce qui est déjà le cas pour les associations départementales de maires de se constituer partie civile, mais ça serait très bien qu'on puisse répondre à la demande de l'AMF de pouvoir qu'elle puisse se constituer partie civile. Je suis désolé pour ceux qui nous écoutent, il y a un petit problème de connexion avec vous, Alexandre Touzé. On vous entend, mais ça crachouille un petit peu. Voilà. C'est le direct, on s'excuse, et il faut tendre l'oreille parce que les propos sont intéressants. Une remarque qui est intéressante, qui peut peut-être être liée, pour qu'on parle brièvement de préventif, comme vous l'aviez proposé, sur la fermeture des services d'accueil de beaucoup de collectivités, enfin certaines collectivités, qui allongent les délais de traitement et qui exacerbent les sentiments d'énervement et de frustration des usagers. Et la question est simple, visiblement c'est un citoyen qui se pose la question, est-ce que ce sujet est constaté, discuté au sein des mairies et quelles solutions envisager? Bon, ça pourrait faire l'ensemble d'une conférence, mais on ne peut pas ne pas tenir compte de cette remarque et de cette question. Votre avis l'un ou l'autre? Sur ce sujet, effectivement, il y aurait tant à dire sur, y compris en fait, le rôle essentiel des services publics. Aujourd'hui, on voit bien à quel point des services publics et des services du coup au public, dès lors qu'ils sont en situation dégradée, peuvent créer un vrai sentiment de frustration auprès de nos concitoyens, et que ce sentiment de frustration peut très vite se traduire par de la colère. Et d'ailleurs, il y aurait évidemment un sujet à creuser sur le niveau aujourd'hui de colère qui a explosé en fait sur la réaction, sur le niveau de réaction face à des situations aujourd'hui d'incompréhension ou de fermeture à répétition. Nous, on a fait le choix d'ailleurs sur un certain nombre de bureaux de proximité, mais j'imagine que c'est le cas dans de nombreuses villes de France, de prioriser les ouvertures, y compris dans des moments un peu tendus,
parce que c'était le seul repère, c'était le seul lieu dans lequel nos concitoyens pouvaient retrouver une réponse, ou en tout cas un réconfort, ou en tout cas un sentiment d'appartenance. C'est très important, je crois, ce sentiment d'appartenance, parce que dès lors qu'il n'est plus, il peut créer évidemment d'autres phénomènes de colère qui peuvent devenir plus graves. Et donc, il faut garder ce lien. Et dans une période où c'est aussi difficile de garder le lien, on parle évidemment là aujourd'hui de cette crise de la représentativité, de la représentation. Effectivement, les services publics ont ce rôle essentiel de privilégier ce lien en permanence. Et donc, nous, par prévention, on l'a évidemment mis en place. On a aussi essayé de former les personnels qui vivent des moments pas toujours simples dans ces bureaux de proximité à Marseille, d'accueil, de public, etc. Parce que les situations peuvent vite être explosives. Donc, il y a une formation spécifique que nous avons mis en place auprès de nos employés municipaux. Et puis, il y a évidemment, enfin, un sujet qui est essentiel pour nous, qui est autour, effectivement, de la formation, mais pas que des employés municipaux, qui est la formation aussi des élus dans l'approche et l'appréhension de ces sujets-là, comment on désamorce une situation de conflit. Il y a la formation aussi auprès de nos polices municipales et de nos policiers municipaux, et quelle que soit là aussi la grandeur de la commune, on a des policiers municipaux qui doivent mieux appréhender des situations de conflit aujourd'hui, des situations nouvelles d'ailleurs, qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques temps. Bon voilà, tout ça participe à appréhender des situations en amont, mieux prévenir pour évidemment éviter de guérir par la suite. Alexandre Touzet, quelques mots sur le préventif. Peut-être que je ne peux pas m'empêcher, parce qu'il y a une remarque qui est très marseillaise, si je puis dire. Habitant Marseille, je la décrypte comme ça, que je vous lis, Yannick Oanessian. Il y a également une méconnaissance de la répartition des compétences. À Marseille, le lancement de pétition du maire pour limiter la pollution maritime a donné lieu à un déferlement de commentaires sur sa négligence en matière de ramassage des déchets. Effectivement, le ramassage des déchets, que je sache, ça n'est pas la mairie. Même si la fameuse loi 3DS va permettre peut-être un transfert de compétences. Juste 2 mots là-dessus, parce que ce n'est pas l'objet de notre… Non, mais 2 mots là-dessus. Sur la perception. Mais vous faites bien de le rappeler. En réalité, c'est typiquement une situation dans laquelle on est un peu démuni. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dès lors que vous expliquez à juste titre qu'il y a aujourd'hui une séparation de compétences et que une métropole a une certaine compétence et une commune une autre compétence, dès lors que les choses ne sont pas traitées, et là on parlait évidemment du ramassage des ordures ménagères, des déchets dans la ville, des dépôts sauvages, etc. Très vite c'est incompris, ou très vite on vous renvoie, mais on vous a élu. Et si on vous a élu, c'est pour régler les problèmes. Et ce n'est pas pour renvoyer la balle à votre collègue élu dans une autre collectivité, dans une autre entité, dans une autre… Bon. Et c'est très complexe, en fait, comme situation, parce que, en fait, dans les faits, on est obligé de dire que nous n'avons pas la compétence et qu'avec la meilleure volonté du monde, légalement, juridiquement, nous ne sommes pas autorisés à lever les ordures. Mais expliquer cela dans une situation de frustration et de colère très forte aujourd'hui auprès de nos concitoyens, c'est leur renvoyer finalement à la figure, excusez-moi le terme, que nous sommes impuissants et que nous n'allons rien faire. C'est juste équilibré. Très bien. Alexandre Touzet, sur ce côté, peut-être en complément de ce qu'a pu dire Yannick Oanessian, et puis sur ce que vous proposiez sur le préventif plutôt que le curatif. En plus du curatif. Alors, moi, je partage complètement l'idée de mon collègue, c'est-à-dire que même si juridiquement on peut l'expliquer, il ne faut pas dire c'est la faute des autres, parce que je pense que c'est incompréhensible et ça participe vraiment à l'énervement. Pour répondre aussi à l'intervention, je pense qu'on a aussi un champ en fait de réponse où on peut simplifier un peu la vie des gens et peut-être voilà. En ce moment, par exemple, sur
les passeports, les cartes d'identité. Je pense qu'il faut qu'on ait une réaction parce que là aussi, on suscite de l'énervement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de petites choses du quotidien qu'on peut améliorer, je pense en termes d'urbanisme, sur les délais de réponse, etc. Il faudrait, mais c'est un débat plus national que communal, que l'on regarde si on ne peut pas assouplir un certain nombre de réglementations où, en fait, on constate qu'on ennuie les gens honnêtes et que les gens malhonnêtes, ils ne le font pas, ils ne soumettent pas les déclarations et, en fait, on a une source d'incompréhension totale. Il faudrait peut-être recentrer la réglementation, les autorisations sur ce qui est vraiment essentiel, sur un niveau qui nous permette de contrôler et d'appliquer la loi. Et c'est vrai que dans ce pays, on a le défaut d'avoir beaucoup de réglementations, beaucoup d'autorisations. On est un peu une république du CERFA. Et du coup, on n'a qu'une partie, la partie la plus honnête de la population qui se soumet à ce système kafkaïen et qui voit que de l'autre côté, les gens font ce qu'ils veulent et ça suscite une forte incompréhension. Alors, pour en revenir sur le préventif, moi, je pense qu'on a tout un champ qui, depuis plusieurs années, qu'on traite mal. C'est la première faute, la première incivilité, la première acte de délinquance. Et au fond, si on a des parcours de plus en plus violents, c'est qu'on a du mal à l'arrêter. Pourquoi ? Parce que les tribunaux sont engorgés, parce que on estime que c'est pas si grave que ça, que c'est une petite incivilité, etc. Et je crois que le nœud de cette lutte contre les incivilités, le nœud de cette lutte contre les violences aux élus, aux enseignants, aux pompiers, aux gendarmes, aux policiers, c'est vraiment de traiter le bas du spectre. Parce que ce bas du spectre, c'est-à-dire le premier acte de délinquance, la primo-délinquance, l'incivilité, en fait, les réponses sont totalement insuffisantes. Et quand on laisse faire, ce qui est le cas aujourd'hui, globalement, on laisse faire en termes de chiffres. Ça ne veut pas dire que les collectivités ne font rien, ça ne veut pas dire, bien sûr, les policiers municipaux sont engagés, la police, la gendarmerie sont engagés, les élus sont engagés, les associations dans les quartiers, je pense aux maires, MERES, font beaucoup de choses. Mais on voit bien qu'il y a toute une quantité d'actes d'incivilité qui passent à travers les radars, qui ne sont pas traités et qui, en fait, donnent un sentiment de permissivité, un sentiment que tout est possible, qu'il n'y a pas de limite. Et du coup, on porte aussi des gens je parlais des classes moyennes, ou des gens qui sont pas des délinquants nés, des gens qui sont des monsieur, madame, tout le monde, et qui tout d'un coup se lâchent, n'ont plus de limite. Et pour moi, vraiment, la prévention, elle passe par ce spectre bas des incivilités et des petits actes de délinquance en France. Alors, je propose qu'on passe à une troisième partie, si j'ose dire. On a beaucoup de questions sur ce sujet-là, sur les questions de formation. On a évoqué, beaucoup de personnes évoquaient les formations des agents. Elles existent, ça n'est jamais évidemment suffisant. Je sais qu'il y a un gros, plus qu'un projet, puisque ça a été réalisé dans pas mal de territoires. Je sais qu'à Marseille, en février dernier, il y a eu 30 élus des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse qui ont été formés par je crois, le GIGN. Cette formation des élus, pour leur apprendre à désamorcer les conflits, pour qu'une agression, je dirais, verbale dérape pas en agression physique. Quel constat faites-vous ? Est-ce que d'abord vous en avez été informé ? Est-ce que vous y avez éventuellement participé ? Est-ce que c'est pas une partie de la solution ? Yannick, Alexandre, je ne sais pas qui veut commencer. Il y a un partenariat effectivement entre la gendarmerie qui a été développé après. On ne vous entend plus. Vous m'entendez là ? Voilà, votre micro. Voilà. Donc c'est un partenariat au début gendarmerie AMF qui était étendu à la police nationale et c'est en territoires ruraux comme les miens sont effectivement des négociateurs du GIGN qui viennent faire ces formations. J'ai eu quelques collègues
qui m'en ont parlé. Je crois que c'est utile parce que, d'une part, je pense que on apprend, j'allais dire, à gérer des situations de crise. Et puis surtout, ce qui me semble important, c'est de prendre en compte les risques. Qui sont, moi c'est mon 3e mandat de maire, et il y a des choses que je faisais au 1er mandat que je ne fais plus maintenant. On essaye de mieux évaluer les risques, de mieux accepter le fait d'être accompagné aussi dans certaines démarches. Je vais vous prendre un exemple très concret. Dans les territoires ruraux, on a des relations parfois avec les gens du voyage, c'est un peu viril. Voilà. Il y a des choses, au 1er mandat, ça m'arrivait de mettre ma voiture de travers. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Voilà. Et on apprend à gérer son risque. On apprend dans certaines situations à se faire accompagner des gendarmes, chose que je ne faisais pas au début de mon 1er mandat, peut-être parce que j'étais plus jeune aussi, mais on allait, et je pense qu'apprendre à caractériser le risque, ou le risque potentiel dans une situation, et après apprendre à essayer de démêler un peu une situation polémique, ou voilà, apprendre à apaiser les gens, à les faire asseoir, etc. C'est aussi des choses qui sont utiles. Après, c'est quand même, on est encore dans le curatif, et c'est quand même un constat d'échec. C'est utile, mais ça reste un constat d'échec. Oui, il est vrai que pour beaucoup de personnes qui se lancent dans la vie passionnante d'élu et difficile, beaucoup ne sont pas forcément formés, et peut-être qu'ils peuvent aussi avoir des comportements un petit peu comme ceux qui étaient reprochés par l'internaute tout à l'heure, de supérieurs et maladroits qui ne vont pas dans le bon sens d'un apaisement aussi. Donc, c'est une réalité. Sur ce sujet, Yannick Ohanessian. Bon, très rapidement, je pense qu'on n'est encore pas à la hauteur de ce que devrait être ce niveau de formation pour l'ensemble des élus dans le pays. Je pense que c'est un début, c'est les prémices. Je vois bien à quel point c'est encore compliqué. Vous savez, derrière, il faut identifier un module qui corresponde à peu près à la réalité de ce que vivent les élus pour que ce soit efficient derrière. Hein. Je ne sais pas si c'est moi qui fais tout ce bruit, mais… Oui, mais c'est pas grave, ça s'est passé. Bon, voilà, donc je crois qu'il faut y aller, et il faut vraiment y aller puissamment sur la question de la formation des élus. Je crois qu'il faut aller au-delà de la formation des élus. Aujourd'hui, on a, effectivement, je le disais tout à l'heure, des policiers, des polices municipales qui, eux, sont formés déjà à des situations de désamorçage de conflits, mais c'est pas forcément la même formation qui va correspondre pour les élus ou pour des fonctionnaires aujourd'hui. D'abord parce qu'ils n'ont pas la vocation de policier, parce qu'ils n'ont pas l'expérience de policier, donc il faut avoir une approche peut-être légèrement différente, que les situations ne sont pas toutes les mêmes, même si on constate tous un phénomène grandissant d'une explosion de colère pour parfois des faits mineurs. Hein. C'est ce qu'évoquait mon collègue Alexandre Touzé. Et donc, je crois qu'il faut évidemment mettre l'accent profondément sur cette formation, la développer et mieux l'appréhender en fonction de la vie telle que nous la vivons aujourd'hui dans nos missions respectives. Et puis, il y a aussi peut-être cette relation élu-population, et qui pourrait faire d'ailleurs office d'une formation, hein, qui n'est pas forcément sur désamorcer une situation de conflit, mais comment mieux appréhender aujourd'hui, j'allais dire, une multitude d'usages qui s'opèrent sur la voie publique. On a aujourd'hui tout type d'usages dans nos communes respectives. En tout cas, moi, je parle pour les grandes communes, avec des usages de mobilité différentes. On a l'explosion des trottinettes, des véhicules électriques. On a les piétons à juste titre dans un monde qu'on souhaite davantage axer sur la question de l'environnement, qui souhaite davantage de place. On a
tout ça crée du sentiment de frustration, crée du sentiment de colère. Et donc, au-delà de juste cette notion de désamorcer la situation des conflits, je pense qu'il y aurait peut-être besoin aussi d'accompagner parfois les élus sur comment on appréhende la société telle qu'elle est, avec toutes ces disparités, avec toutes ces fonctions, avec tous ces usages, ce qui parfois aiderait aussi l'élu, parce que, je dois le dire, et je ne veux absolument pas me poser en situation victimaire, ce n'est pas la question, mais vous savez, quand vous prenez vos fonctions pour la première fois, il n'y a pas de petit livret du bon élu parfait. Hein. C'est comme pour devenir parent, hein, ça n'existe pas. Mais être accompagné, avoir quelques clés, quelques outils qui permettent d'appréhender le rôle d'élu, je pense que c'est plutôt pas mal. Et ça participe aussi à cette notion de préventive plutôt que curative. Alors, on va d'abord, il y a eu beaucoup de remarques de personnes qui ont participé justement à ces formations avec la gendarmerie, et beaucoup disent que ça leur a permis d'échanger avec d'autres maires sur des problématiques finalement assez proches, hein, et beaucoup d'ateliers, et qu'ils s'en sont sortis très satisfaits. Donc, même si ça n'est que effectivement curatif, il faut le constater. D'ailleurs, on va faire travailler un tout petit peu nos internautes en leur posant une question qui apparaît sur l'écran. Avez-vous suivi une formation pour apprendre à désamorcer les conflits? Vous répondez simplement par oui ou par non. Je sais que nous ne sommes pas forcément écoutés que par des élus, mais ceux qui veulent bien répondre, n'hésitez pas, et puis on regardera le résultat de cet échantillon. Il y a quelques solutions que je vous glisse, qui nous sont proposées par certains internautes. Tout à l'heure, vous évoquiez, Monsieur Anessian, les trottinettes, le côté piéton, etc. Et certaines personnes d'ailleurs, on entend une sirène. Est-ce que la fin de la voiture dans les centres-villes peut favoriser une meilleure civilité? Le piéton ou le cycliste sont des citoyens plus apaisés, ça dépend peut-être des endroits, dans leur relation au cadre de vie et des acteurs. Donc ça, c'est une pige, je ne sais pas si ça mérite un commentaire, mais je vous le dis si jamais vous voulez réagir. Et il y avait en début d'émission quelqu'un qui disait pourquoi ne pas installer une sorte de conseil économique et social dans certaines collectivités d'une certaine taille qui permettent aussi d'aborder ces sujets-là. Juste avant que je vous pose une ou deux dernières questions, est-ce que éventuellement ces deux participations, je dirais, d'internautes suscitent des réactions chez vous, l'un comme l'autre? Bon, la place de la voiture, c'est un sujet de société qui nous traverse tous, y compris la place de la voiture dans les centres-villes. Est-ce que ça participerait à réduire cette atmosphère parfois pesante? La réponse est très certainement oui. Est-ce que ça réglerait tout? On va créer d'autres frustrations. Et donc, des personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas se séparer de leur véhicule, eux vont avoir un sentiment, si vous voulez, de déclassement, ou en tout cas un sentiment de frustration de par le fait qu'on leur donne un interdit supplémentaire. Bon. Donc, vous voyez que là où ça peut régler certains problèmes, ça peut en créer d'autres à côté. C'est toujours pareil, c'est toute la difficulté du rôle qui est le nôtre d'ailleurs tous les jours, hein, je crois, en tant qu'élu. Après, nous, sur la deuxième remarque, très rapidement, on s'est engagé, par exemple, à créer un conseil municipal des jeunes à Marseille qui permet là aussi d'initier à la citoyenneté, au rôle de l'élu, à l'engagement pour l'intérêt général auprès des jeunes populations, en misant sur le fait que c'est de par aussi les jeunes générations qu'on pourra recréer évidemment à nouveau un lien de confiance entre les générations futures et la classe politique d'une manière générale. Bon, voilà, et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on a aussi sur la question de la notion de démocratie participative, on a créé nous-mêmes sur, par exemple, l'étendue des horaires d'une plage en centre-ville à Marseille. On a la spécificité d'avoir une plage en centre-ville. Bon, mais on a voulu, plus qu'un référendum, vraiment solliciter l'ensemble des riverains qui habitent autour pour qu'ils participent eux-mêmes au devenir de cette plage qui va subir des modifications majeures. Là aussi, c'est intéressant,
c'est bien. Je crois que c'est le sens de l'histoire. Il faut aller de plus en plus sur la participation collective. Est-ce que ça règle tout? Je ne suis pas certain. Il n'y a pas de position binaire. J'y crois pas beaucoup aux positions binaires. Je crois qu'il y a une multitude de petites solutions qu'il faut mettre côte à côte pour qu'on arrive à peu près à quelque chose de satisfaisant et qui fasse petit à petit retomber la pression et ce sentiment de ne pas être écouté, entendu, voire même compris. Alexandre Touzet, sur ce sujet, je précise les résultats du vote, la petite question qu'on a posée. 35% des internautes, ça n'est qu'un échantillon, ont suivi effectivement une formation et en sont satisfaits. Voilà, juste pour info. Alexandre Touzet, pardon, excusez-moi. Bon, je partage l'idée qu'effectivement, plus on peut consulter, plus on peut associer, mieux c'est. Après, il y a le risque, j'allais dire, d'une participation des personnes les plus sereines, les plus réfléchies, les plus voilà. Quand on parle de conseil économique et social, on a souvent des gens plutôt installés. Voilà, c'est pas forcément ceux qui nous posent le plus de problèmes. Ils peuvent nous contredire, mais c'est pas forcément la contradiction. Va pas forcément chez eux se traduire par une forme de violence ou d'incivilité. C'est un peu sans caricaturer, on va peut-être toucher plus les insiders que la population qui est concernée par les violences ou les agressions d'élus. Effectivement, construire une ville plus apaisée, au-delà de la circulation, c'est essayer de trouver le moyen, à travers la circulation, à travers les équipements publics, de construire une ville plus apaisée. On a quelques moyens. Et je pense que ça fait l'objet d'une réflexion, comment on peut mettre plus à la portée des personnes âgées, des enfants de la ville, c'est-à-dire construire avec un autre regard plus calme, plus serein. Il y a des choses à faire en matière d'urbanisme et d'aménagement. C'est une pierre qu'on peut apporter à l'édifice. Voilà, ça ne résout pas tout. Alors, on approche de la fin de cette émission. Deux dernières questions. Je vais vous demander d'essayer de répondre le plus rapidement possible, tout en étant... en gardant la substance de vos propos, bien entendu. La première, elle est simplement une question qui est est-ce que la gratuité des services publics ou la non-gratuité peut avoir un effet sur la manière dont ils sont utilisés? Bon, ça aussi, ça peut faire l'objet d'une émission complète, mais bon, je transmets la question. Et la deuxième question, qui est d'un ordre complètement différent, et peut-être en forme de conclusion, essayer de répondre aux deux. La seconde, c'est est-ce que, par rapport à ce que vous disiez, notamment Yannick Ohanessian, est-ce qu'il n'y a pas un risque de désaffection chez les citoyens d'engagements locaux quand on assiste à tout ce qu'on a pu évoquer? On sait qu'il y a une baisse assez sensible du bénévolat dans certains univers associatifs, chez les pompiers également, mais est-ce qu'il y a un risque de désaffection chez les citoyens par rapport aux engagements locaux? Donc cette question de la gratuité et l'engagement, en dernière question. Qui commence Bon, très rapidement sur la question de la gratuité, je pense que ça peut correspondre à un modèle à la fois sociétal, à la fois économique, selon les communes, selon les collectivités, selon en réalité la situation géographique du territoire. Et donc, et oui, à la fin, ça peut évidemment inciter à davantage emprunter le transport en commun plutôt que d'utiliser sa voiture personnelle. Quoique, il y aurait des tas de situations où ce n'est pas forcément le cas. Mais enfin, bon, sur la deuxième notion qui vient d'être évoquée pour terminer. L'engagement. Voilà, en fait, bien sûr qu'il y a une crise de l'engagement, très clairement. On le voit aujourd'hui au travers des associations, au travers des syndicats. Je le disais en propos introductifs, le rôle des corps intermédiaires qui s'est considérablement affaibli depuis des années, et j'englobe évidemment tout à l'intérieur. C'est dû au fait qu'on vit dans une société très circulaire, très active. On est tous, évidemment, on vit tous à vive allure tous les jours. On a la vie de parents, on a la vie professionnelle, on a la vie... Bon, bref, donc ça va très vite. Et donc, oui, il y a une vraie crise aujourd'hui de l'engagement, et il faut renouer, il faut redonner du sens à cet esprit d'engagement pour servir l'intérêt général. Je m'arrêterai là parce que c'est bientôt la fin. Alexandre Touzet.
Très partagé, pas de doctrine générale sur la gratuité. Après, je pense qu'il faut quand même réfléchir à l'appropriation du service et à la compréhension du coût du service par le citoyen. On a supprimé la taxe d'habitation et aujourd'hui, en fait, c'est essentiellement les propriétaires qui ont une relation financière avec le service public. Et il faut être particulièrement vigilant à ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas une catégorie importante, qui sont les locataires, qui s'astreignent de cette réflexion du coût du service public. Voilà pourquoi je suis partagé sur ce point-là. Sur l'engagement? Oui, je crois que on le voit on a tous eu les forums des associations très récemment où on peut voir qu'effectivement, alors problème ancien, accentué avec la Covid parce que c'était beaucoup d'anciens qui portaient ces associations et parfois plusieurs associations. Donc on voit bien qu'il y a cette défection. Et au-delà, il y a aussi un arbitrage. Et là, ça rejoint le mandat d'élu. Aujourd'hui, comment le mandat d'élu peut être attractif? Au fond, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, un avocat, un magistrat, un comptable va arrêter partiellement ou totalement son activité pour être élu? Donc c'est à la fois crise des vocations et est-ce qu'on est capable aussi d'aller chercher du talent dans le privé? Est-ce que voilà, la fonction d'élu présente des atouts encore vis-à-vis de ces populations-là? Donc crise du recrutement, mais aussi la capacité à aller chercher des personnes qui ont des responsabilités, qui ont un savoir-faire, et qui peuvent apporter des choses à la collectivité. Très bien, écoutez, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Je vous les transmettrai de toute façon. Questions et remarques, parce qu'il y a certaines remarques parfois un tout petit peu acides, mais justement, c'était le cœur du sujet. Nous arrivons obligés de terminer cette webconférence. Je voudrais remercier d'abord SMAC l'assurance qui nous a permis de la réaliser, et je conseille aux internautes d'aller sur leur site parce qu'il y a aussi des réponses qu'ils pourront trouver par rapport aux questions, notamment évidemment de protection. Sachez aussi que VK continue à vous accompagner avec une offre à la fois de réponses et puis de fiches très pratiques et très utiles, et sa ligne expert. Et puis je voulais particulièrement écoutez, vous remercier tous les deux pour votre participation, votre disponibilité, le temps que vous y avez consacré, la générosité de vos réponses. Et à une prochaine fois, et merci à tous. Merci, au revoir.